Chaque matin de sa vie, Tim le cornac escalade un arbre pour repérer dans la forêt le troupeau d'éléphants. Chaque animal reconnaîtra le cri, l'odeur, la silhouette de son propre cornac et ne le confondra avec aucun autre. Ils sont plus de 120 éléphants qui ont passé la nuit en liberté dans la forêt et qu'il faut rameuter, mettre en ordre de marche et débarrasser des boues et des poussières dans lesquelles ils se sont roulés pour se déparasiter. Tim a 18 ans et déjà une longue expérience de cornac derrière lui. Dans cette région, le nord de la Thaïlande, la plupart des cornacs appartiennent à une ethnie originaire des montagnes qui borde la frontière birmane, les Karen. Pour eux, ce métier qui consiste à vivre avec les éléphants et à les monter est une tradition séculaire. En contrebas de la colline apparaît Maesa, le camp des éléphants. Pour les animaux, c'est un refuge, mais aussi un lieu de travail. Tim monte Ewan, une vieille éléphante d'au moins 60 ans. Au fil des années, son pas s'est ralenti, sa démarche s'est alourdie. À Maesa, comme dans les coulisses d'un théâtre avant le lever de rideau, c'est l'heure où chacun s'active. Aujourd'hui comme hier, beaucoup de visiteurs fréquenteront le camp où ils découvriront, préservé comme un trésor, une culture unique au monde, construite au fil des siècles autour des éléphants. Comme chaque matin, Anchali Are, qui dirige les opérations, réunit autour d'elle un petit groupe de cornacs. Chaque jour, le sens du message est le même. Ils doivent avoir pour souci permanent la santé des éléphants, prodiguer à leur animal les meilleurs soins, savoir partager avec les visiteurs enfin ce privilège qui consiste à communier grâce à la complicité d'un éléphant avec la forêt sombre et mystérieuse. Les visiteurs sont arrivés. Certains d'entre eux savent que le pays où ils se trouvent a toujours associé les éléphants à sa religion, à sa culture, à son histoire. Quand la Thaïlande s'appelait encore Siam, un éléphant figurait au centre du drapeau national. Monter à dos d'éléphant s'inscrit donc au programme de beaucoup de touristes, au même titre que la visite d'un musée ou d'un palais. Le jeune cornac et ses passagers ne sont qu'une plume sur le dos d'Ewan. Pourtant, ce jour-là, Tim sent bien que sa vieille éléphante se montre fatiguée, rétive. Chaque pas supplémentaire semble une épreuve pour elle. De la passerelle où elle se tient, Anchali Are veille à ce qu'aucun éléphant ne soit obligé de travailler contre son gré. Tim est équipé du bâton distinctif des cornacs Karen, dont on utilise le crochet qu'en cas de nécessité. Rien n'y fait. Ewan n'avancera pas davantage aujourd'hui. Son âge lui en donne le droit. Le lendemain, les réticences d'Ewan ne sont déjà plus qu'un souvenir. Tim est soulagé. C'est mon éléphante. Elle a toujours vécu dans cette forêt, depuis son enfance. Maintenant, elle a 60 ans.
Mais elle pourra continuer à travailler jusqu'à l'âge de 80 ans. Quand elle part en trekking avec des touristes sur son dos, Ewan sait qu'elle va bientôt retrouver dans les environs de Mahesa une forêt encore intacte, semblable à celle qu'il a vue naître. Pour les passagers peu habitués au roulis et au tangage de cette monture, c'est un instant de surprise et de bonheur. Ils vont découvrir la nature comme ils ne l'ont jamais vue auparavant. Dans la jungle, aucun autre animal n'a le pied aussi sûr que l'éléphant. Véritable véhicule tout-terrain, l'éléphant peut manœuvrer sans difficulté. Que le sol soit sec ou boueux, Ewan comprend la moindre intonation de la voix de Tim et son pied ne se dérobe jamais. Pour parvenir à ce résultat, l'homme et l'animal ont passé un pacte de confiance. L'éléphant sait que son maître ne l'obligera jamais à accomplir une tâche qui la mettrait en danger. Tim conduit son poids lourd en frottant ses pieds contre les oreilles de l'animal. Quand les deux pieds tapotent les deux oreilles, Ewan va tout droit. Si le pied touche l'oreille gauche, elle tourne à droite, et si le pied frotte l'oreille droite, elle tourne à gauche. L'homme et l'animal se comprennent sans autre effort, complices habitués l'un à l'autre depuis des années. La journée avait bien commencé, mais à la fin de la promenade, Ewan a de nouveau peiné à rejoindre le camp. Pourtant, Tim refuse encore de la croire usée par l'âge et la fatigue. La chaise est trop lourde. Ou ce sont les touristes qui sont trop lourds. Tu en as porté plusieurs, n'est-ce pas? Et pour ça, tu n'as plus de force. En réalité, tu n'es pas si vieille. Il est temps de te reposer maintenant. Les visiteurs d'un jour sont repartis et le camp a refermé ses portes. C'est l'heure du bain des éléphants. Pour eux, une véritable fête. L'eau assouvit la soif, offre l'occasion de mini-jeux, noie quelques parasites et apaise les inflammations d'une peau trop fragile. Chaque goutte qui roule sur le corps est un bienfait. Et pour un éléphant, le bain est aussi un moment de pure intimité avec son corps. À cet instant-là, dans la jouvence des eaux, Tim pourrait croire Ewan taillé pour une jeunesse éternelle. Bain après bain, trekking après trekking, la vie continuera. Ce soir, comme chaque soir, Tim ramènera son ami dans la forêt où elle passera la nuit. Il suffira que le dieu des éléphants le veuille, et cela durera toujours. La première vocation de Mahesa est de faire revivre aux visiteurs ce temps où les éléphants travaillaient pour les hommes et partageaient leur destin. C'était l'époque où rien ne pouvait se faire sans eux dans la forêt, avant que viennent machines et tracteurs.
Mahesa a été créé par Shushart Kulmapiit, le père d'Anchali, il y a 25 ans, avec 70 éléphants dont la fermeture d'une entreprise de déforestation avait fait une charge inutile pour leurs propriétaires. À l'origine, les éléphants prêtaient aux hommes leur force de colosse pour les aider à abattre des arbres, à déboiser la jungle, à dégager des routes. Ils transportaient des billes de bois et participaient aux travaux de construction des habitations. Ces éléphants étaient capturés sauvages grâce à des pièges de bambou dressés dans la jungle. Puis, ils étaient apprivoisés avec l'aide d'éléphants déjà domestiqués et dont la présence contribuait à les apaiser. Bientôt, ils étaient prêts pour les travaux forestiers, le transport ou la guerre. Dans les batailles du passé, des éléphants de guerre faisaient office de chars d'assaut avant l'heure. Jusqu'au milieu du 19e siècle, ils combattaient pour la gloire du roi. Aujourd'hui, tout a changé. Les éléphants ont cessé de travailler dans la forêt ou de se battre sur les champs de bataille. Leur reconversion et celle de leur cornac coûte cher. Un camp d'éléphants est une entreprise. Chaque visiteur paie un droit d'entrée, mais sa contribution ne s'arrête pas là. Il pourra aussi acheter des objets d'artisanat local ou des cartes postales, et des tronçons de canne à sucre ou des bananes à offrir aux éléphants. Pour adapter au management moderne une tradition ancestrale, Anchali Are a été formé dans les meilleures universités britanniques. Oui, c'est un bon business, mais plus de 300 employés travaillent au camp. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte que chacun d'eux puisse soigner et nourrir 120 éléphants. Notre principale mission, c'est de préserver la tradition des éléphants thaïlandais. Et 120 éléphants, cela mange énormément. Pour être précis, chaque animal consomme en moyenne 200 kg de végétaux par jour, soit près de 25 tonnes. Autrefois, cette nourriture pouvait être prélevée dans la nature. Aujourd'hui, en raison de l'appauvrissement des forêts, il faut cultiver des champs entiers. À Mahesa, on fait pousser sur près de 100 hectares une herbe miracle, le napier, aussi appelée l'herbe à éléphant. L'herbe à éléphant est une graminée d'origine africaine, dont la taille peut atteindre 6 mètres et dont la valeur nutritive est très forte. Et comme un éléphant ne digère que 40% de ce qu'il mange, un camp comme celui de Mahesa produit quotidiennement 10 tonnes d'excréments qu'une centaine de personnes ramassent plusieurs fois par jour et qui constitueront un engrais précieux. Le bien le plus précieux d'un camp d'éléphants, ce sont ses animaux. C'est pourquoi un vétérinaire se trouve présent en permanence. Les vétérinaires thaïs sont les meilleurs du monde pour la traumatologie, la chirurgie et la médecine des éléphants. Ce jour-là, le vétérinaire du camp que l'extrême fatigue d'Ewan a alerté est venu l'ausculter. Elle est vieille. Regarde comme ses oreilles sont enroulées. C'est un signe. Quant à ses yeux, ils ne brillent plus beaucoup. Ses larmes qui coulent montrent qu'elle a trop travaillé. La peau est devenue fragile, il y a quelques écorchures. Je vais lui prescrire un traitement. Nous lui ferons un bilan de santé, puis il faudra peut-être la relâcher dans la forêt. Au terme de l'examen, il est devenu clair pour le jeune vétérinaire qu'Ewan est peut-être bien plus âgée qu'on ne l'avait cru. Peut-être a-t-elle même dépassé 70 ans, âge auquel elle mériterait largement le droit de se reposer. Pour Tim, ces 2 journées n'ont pas été bonnes. Ewan est son ami. Avec elle, ils forment une équipe. Un cornac, en effet, se lie à un éléphant pour la vie, ou presque. C'est la tradition. Jadis, 2 hommes entouraient toujours un éléphant au travail. Un cornac d'âge mûr, très expérimenté, et un jeune, susceptible de prendre un jour la relève.
C'est un grand maître qui a formé Tim. Mais il a oublié de lui enseigner comment résister au désarroi quand la carrière d'un éléphant touche à sa fin. Pour l'instant, Tim ne pense qu'à profiter avec ses camarades d'une soirée un peu arrosée, une soirée où même un éléphant rêverait de danser sous la lune. Demain, les propriétaires du camp décideront de l'avenir d'Ewan. Tim redoute ce moment où se jouera son propre avenir. Mais comme on dit en Thaïlande, Mai Pen Rai, cela ne fait rien. Acceptons ce que nous ne pouvons pas changer. Alors, comment va cette éléphante? Quels sont les symptômes? Elle ne mange pas. Elle est sans doute très fatiguée. Parfois, elle ne veut plus marcher. Et vous, docteur, qu'en pensez-vous? Cette éléphante est avec nous depuis plus de 10 ans déjà. Elle a beaucoup travaillé. Je crois qu'il faudrait lui faire un bilan de santé, bien la nourrir et la laisser se reposer. D'accord. Nous allons donc laisser cette éléphante se reposer. Mais ce sera définitif. On ne peut pas faire autrement. Elle ne peut plus travailler. Elle souffre. Très bien, c'est décidé, il en sera ainsi. Ce document, c'est le contrat de vente d'Ewan. Il constitue en quelque sorte sa carte d'identité. La date de naissance de l'animal a été évaluée avec une large marge d'erreur par son premier propriétaire. Un éléphant peut vivre 80 ou 90 ans, une longévité comparable à celle de l'être humain. De l'enfance à la vieillesse, Ewan a traversé plus d'années qu'on ne le croyait. 80 ans ou davantage, l'essentiel d'un siècle. Cette éléphante est âgée. Si l'on considère le contrat de vente, on voit qu'elle a eu 5 propriétaires différents. Cette éléphante doit se reposer. Je serai son dernier propriétaire. Elle ne travaillera plus. Je vais lui rendre une vie de liberté. Quand se lève le jour suivant, c'est à Tim qu'il incombe de rendre sa liberté à Ewan. Nous sommes ensemble depuis plusieurs années. Ils disent que tu es trop vieille. Va vivre dans la forêt. Prends bien soin de toi. Prends bien soin de toi. Tu es trop vieille pour travailler maintenant. Bonne chance. Repose-toi bien. Ewan vivra désormais dans une zone forestière protégée, attenante au camp, où elle trouvera une nourriture abondante. Elle y passera le reste de sa vie, sans contrainte ni entrave. Au même moment, au camp, un homme recommande Ewan au dieu des éléphants. On l'appelle Khun Surapon. Il est le grand maître des Cornacs. C'est lui qui a formé Tim. Dans sa jeunesse, il a, selon le rite, capturé lui-même et domestiqué plusieurs éléphants sauvages. À Mahesa, chacun l'honore car il est le dernier héritier d'une tradition sacrée. Om Sri Nakanesaya Namo Nama Tittang
Tout le monde honore le Bouddha éléphant Kaned. Il est sacré. Il protège les éléphants, mais aussi les autres animaux. Les éléphants qui vivent ici à Maesa sont les mieux protégés. Ils ne sont exposés à aucun danger. Kaned est un Bouddha très sacré. Moi, je le respecte beaucoup. Je prie tout le temps. Tout le monde, même les touristes, lui rend hommage. Il a été favorable aux propriétaires du camp et les a comblés de bienfaits. Déchargé de la responsabilité d'un éléphant, Tim dispose pour la première fois depuis si longtemps de quelques heures de liberté. Il en profite pour embarquer avec quelques-uns de ses camarades à bord d'un radeau de bambou qui dévale la rivière. En aval, c'est un taxi collectif qu'il lui faudra emprunter avec ses amis. Enfin, au coucher du soleil, il arrivera à Chiang Mai, la perle du Nord, la ville aux 300 temples, toujours enfiévrée, toujours vibrante. La ville est en pleine effervescence. C'est une nuit de fête. Dans quelques heures commencera le carnaval. Tim tente d'oublier les tensions de ces derniers jours. Il sait que dès son retour à Maesa, un nouvel éléphant lui sera attribué. Ce sera le début d'une nouvelle vie. C'est cela qu'il est venu fêter à Chiang Mai. Mais parfois, entre deux rires de ses amis, se glisse le souvenir des années passées avec Ewan. Normalement, je ne viens pas souvent à Chiang Mai, sauf si j'ai quelque chose de précis à y faire, parce que je dois m'occuper des éléphants chez moi. Mais quand je suis ici, j'en profite pour voir mes copains. Vivre ici, non, je pourrais jamais. Rester chez moi, c'est mieux. C'est plus calme. C'est plus amusant qu'ici. C'est plus tranquille. C'est enfin l'heure du carnaval. Il est temps d'allumer les feux de Bengale. L'événement est assez important pour qu'une chaîne nationale retransmette la parade. À Maesa, devant la maison du grand maître, quelques cornacs et leurs familles se sont regroupés au clair de lune pour regarder la télévision. Ils espèrent ainsi partager la liesse de Tim et de ses amis présents sur place. Leur joie est à son comble lorsqu'ils aperçoivent, perdus dans la foule, leur ami qu'une caméra a saisi en gros plan. Mais le reportage suivant intéresse au premier chef, le vétérinaire. Il est question de Motala, une éléphante célèbre dans toute la Thaïlande. Alors que Motala se frayait un chemin dans la jungle birmane, en août 1999, son pied gauche fit exploser une mine. Pendant 3 jours, l'éléphante continua de marcher dans des souffrances qu'on imagine terribles avant d'être secourue. Il fallut l'amputer. Le courage de Motala éveilla une extraordinaire compassion dans ce pays bouddhiste où l'on considère les éléphants comme sacrés. Au moment où elle a amputé, est-ce qu'elle a pleuré? Non. On lui a donné un anesthésiant et elle s'est allongée. Bientôt, Motala recevra une prothèse qui soulagera ses 3 autres jambes. Et de nouveau, tout un pays se prendra de passion et de compassion pour son héroïne. Deux jours plus tard, la vie suit son cours normal à Maesa. Seul changement, le troupeau compte une éléphante de moins.
C'est cet éléphant là-bas que tu devras élever. Tu prendras bien soin de lui. Ne le bats pas, ne sois pas brutal. Ne lui brise pas le cou. Tu commenceras par l'entraîner pour qu'il sache s'asseoir et se coucher. Quand il entend les paroles du grand maître, Tim se réjouit. Cet éléphant de bonne taille, à gauche, fera une élève tout à fait convenable. Mais le jeune cornac se reprend vite. C'est la petite, là-bas, dont je dois m'occuper? Tim doit commencer sa tâche par un moment pénible. Il lui faut retirer sa jeune élève de 2 ans, Pen, à la garde de sa mère qui proteste. Elle n'a pas encore compris que sa fille lui sera rendue très vite. Tim s'isole avec Pen. Il devra très vite gagner sa confiance et devenir aussi proche d'elle que sa propre mère. Celle-ci, encore furieuse, devra chaque jour s'habituer à des absences de sa fille de plus en plus longues et comprendre que Tim, qu'elle le veuille ou non, fait désormais partie de la famille. Tim aurait pu espérer plus glorieux compagnon que cet apprenti malhabile et mal dégrossi. Mais il sait déjà qu'il passera avec elle le reste de sa vie et qu'il se prendra à l'aimer comme il aimait Ewan. Tim est prêt à le parier. Il fera de Pen la reine de Maessa. Quelques jours plus tard, Tim doit déjà prouver qu'il a su faire comprendre à Pen les ordres rudimentaires par lesquels commence l'apprentissage. Les premiers exercices se pratiquent dans l'eau, un élément qui rassure les éléphants et transforme le travail en jeu. Le maître des cornacs, venu avec Anchali, veut évaluer les dispositions de Pen. Celle-ci doit se montrer capable de s'asseoir dans l'eau. Si elle y parvient, Tim pourra espérer l'avoir participé un jour au spectacle de Maessa, qui exige d'un éléphant la compréhension de 40 ordres différents, comme au temps des éléphants de guerre, au lieu des 20 qui suffisent au trekking. À plusieurs dizaines de kilomètres de là, dans un parc national, le vétérinaire du camp est parti en expédition. Son but, observer en pleine nature des éléphants sauvages et étudier leur nourriture afin d'améliorer le régime ordinaire des hôtes de Maessa. Que mangent les éléphants sauvages? Eh bien, ils mangent des bananes sauvages, des bambous et aussi des mangoustans sauvages. Ils sont tous bien gras. Ils mangent beaucoup de végétaux différents. Ils avalent une terre riche en sels minéraux. Je suis là afin d'étudier leur nourriture et d'adapter leur régime à nos éléphants domestiques. Il n'existe qu'environ 1500 éléphants sauvages en Thaïlande, à comparer aux 3500 à 4000 éléphants domestiqués qui vivent dans le pays. Les éléphants d'Asie se distinguent notamment de leurs cousins africains par leur taille plus petite et mieux adaptée à une vie en milieu sylvestre. Il est une nourriture réservée aux grandes occasions. Ce jour-là, le grand maître des cornacs et ses disciples préparent les boulettes aphrodisiaques réservées à l'étalon du camp. Les gens peuvent en manger et les éléphants aussi. Les éléphants maigres en particulier devraient en manger. C'est comme de la farine? Oui, mais pour eux, c'est un fortifiant. Dans un camp d'éléphants, la capacité des animaux à se reproduire est un bon indicateur de leur bien-être. Si des bébés naissent en captivité, c'est le signe que la nourriture, les rythmes de travail et les conditions de vie sont bien adaptés aux préférences des éléphants.
Je peux goûter? Avec davantage de sucre, ce serait meilleur. Ajoute-en un peu. Je suis la dernière génération. Maintenant, les dernières forêts vierges sont protégées. On ne capture plus d'éléphants sauvages. Par exemple, mes enfants sont devenus fonctionnaires. Ma fille et mon gendre sont des bureaucrates. Pourquoi devraient-ils capturer des éléphants? Les forêts ont été fermées. Je ne pourrais même plus gagner ma vie de cette manière. Il est temps à présent de vérifier si les boulettes au gingembre et aux herbes de la forêt rempliront leur office, et si leur consommateur en verra ses ardeurs redoubler. Cet éléphant est le père de plusieurs jeunes nés au camp. Aujourd'hui encore, il devra féconder une femelle qui l'attend sur le pré. Le spectacle a amusé Tim et son camarade, mais le grand maître, un peu blasé, semble s'assoupir. Ça vous a fatigué, on dirait? Certains matins, avant que le camp n'ouvre ses portes aux visiteurs, une ombre s'approche, venue du coin de forêt où elle vit libre désormais. Ewan, la vieille éléphante, semble venir écouter une fois encore la voix de celui avec qui elle a tout partagé pendant plusieurs années. Au milieu de l'arène vide de tout spectateur, Tim enseigne à peine la marche sur la poutre, telle que les éléphants des temps anciens la pratiquaient sur n'importe quel passage surélevé. Bien que l'éléphant soit par nature un excellent équilibriste, l'exercice est difficile et il ne faut surtout pas brûler les étapes. Les conséquences d'une pareille chute peuvent être graves. Si Penn est blessé, Tim sait qu'il risque des sanctions. Et s'il a perdu la confiance de son élève, il lui faudra peut-être des mois pour la regagner. Heureusement, la bouche de l'éléphante ne porte aucune blessure. Et l'animal ne semble guère impressionné par sa mésaventure.
La cohorte des éléphants venus de la forêt est arrivée au camp. L'arène a été préparée et les gradins balayés. Le public est là, qui se presse et attend l'heure du spectacle. Tim et Penn sont venus eux aussi assister à la représentation en simples spectateurs. Tim veut plonger son apprenti dans l'ambiance du spectacle, auquel, si le dieu des éléphants le veut bien, elle participera peut-être un jour. Elle s'habituera ainsi aux cris de la foule, aux explosions de joie, au crépitement des applaudissements. Soumise à cette épreuve nouvelle pour elle, la jeune éléphante se montrera moins effarouchée que son maître ne l'aurait présagé. Et c'est presque sur la piste que Tim devra récupérer la starlette trop vite émancipée. Quand elle grandira, c'est encore moi qui m'occuperai d'elle. Elle grandira près de moi, naturellement. Autant de temps qu'il faudra, et je m'occuperai d'elle le mieux possible. Si on ne me fait aucun reproche sur ma manière de faire, je pourrai continuer à l'élever jusqu'à ce qu'elle devienne grande et qu'elle puisse travailler. Je vais l'entraîner. Je vais rester avec elle pour toujours. Sur le pré où Tim et Penn s'exercent, une jeune éléphante reçoit à boire de la main même du maître des cornacs. Elle semble avoir droit à tous les égards. Penn comprend à présent une vingtaine d'injonctions différentes. Chaque ordre doit être répété des milliers de fois. En cas de réussite, une récompense, banane ou pouce de bambou, vient associer dans son esprit les mots du cornac à une tâche à accomplir. Si Pang, la jeune éléphante, bénéficie des meilleurs soins, c'est parce que quelque chose se démène et s'agite en son flanc, quelque chose qui piaffe et trépigne dans un espace devenu trop étroit. Imperturbable, Tim continue son travail. Le temps passe et bientôt sur l'arène, il devra présenter les résultats de sa collaboration avec Penn. Pour lui, cette perspective ressemble à celle d'un examen qui se rapproche. Il faut à tout prix que Penn réussisse cet exercice. Pang ne sait plus qu'inventer pour soulager son corps si lourd, si encombré. Un jeune arbre en fera les frais. Plusieurs cornacs ont décidé de passer la nuit auprès de Pang, qui n'en peut plus. Dans la soirée, ils ont remarqué l'agitation de l'éléphante, ses larmes, les suintements de sa vulve. Autant de signes qui annoncent l'arrivée au camp d'un nouvel éléphant. Pang donnera le jour à son bébé debout, comme le font toutes les éléphantes, dotées pour cela d'une fente de l'utérus située très bas, près du sol.
Les os et le sang qu'a perdu Pang rendent le sol glissant. Pourtant, il faut à tout prix que le nouveau-né se lève sans tarder, sans autre aide que celle de sa mère. Sa rapidité, justifiée dans la nature sauvage par le besoin de ne pas demeurer vulnérable face aux prédateurs, prouvera sa vigueur, son désir de vivre. Du sable est jeté sur le sol pour faciliter la tâche de l'éléphanteau, dont le pied ne cesse de déraper sur les résidus de placenta. Il n'en faudra pas davantage pour qu'enfin, une première fois, le petit éléphant parvienne à se redresser. Pang a entraîné son fils un peu plus loin sur la prairie. C'est là qu'elle l'examinera du bout de la trempe, sous toutes les coutures. Là qu'elle guidera sa bouche avec douceur vers la mamelle gonflée. Le lendemain, le maître des cornacs, satisfait, examine le bébé. Il est grand et pèse une centaine de kilos. Le nouveau-né, venu au monde au terme de 22 mois de gestation, restera fragile pendant quelques semaines. Il mettra plusieurs jours à prendre conscience de son propre corps. Mais surtout, pendant cette période, va naître un lien affectif avec la mère, si fort qu'il peut durer 50 ans. Tim et plusieurs de ses camarades sont venus saluer le nouvel arrivant. Ils sont heureux pour la mère, heureux pour le camp, heureux pour eux-mêmes. Car ils pensent qu'aussi longtemps qu'il y aura des éléphants, il faudra des cornacs pour les aimer et leur enseigner le monde des hommes. Tim l'a décidé, Pen sera une artiste. Mais pour cela, il faut lui apprendre à tenir le pinceau et à l'utiliser. Non loin de là, peu soucieux de la vocation de Pen, le nouveau-né ne pense qu'à dormir et à téter, à engloutir des litres de ce lait d'éléphante si riche qui aide de futurs rois de 3 tonnes à grandir. Viens là. Mange des bananes si tu veux. Il y en a ici. Le grand jour est venu. Pour la première fois, Tim va présenter son travail sur l'arène face au public. Il est confiant. Pen maîtrise déjà une trentaine d'ordres différents.
s'achève le match de foot des éléphants qui enchantent le public, Tim sent monter en lui un peu de tension. Son entrée en scène est proche. Avec Tim, Ben a appris à jouer de l'harmonica. Ben est encore un peu malhabile. Elle laisse tomber son instrument. Anchali est ravie. Elle se rend compte du travail accompli. La prestation de Ben s'achève et Tim adresse au public le salut traditionnel Thaï. Il sait qu'il a accompli sa mission. À cet instant précis, il est vraiment l'héritier de toutes les générations de Cornac qui ont fait de son pays un royaume pour les éléphants. C'est très bien, c'est superbe. Parce que c'est son premier spectacle. Mais j'ai encore pas mal d'entraînement à faire. Pour un premier spectacle, c'est vraiment extraordinaire, n'est-ce pas? Tim espère surtout l'approbation du maître des Cornac. Celui-ci semble heureux. Tim est soulagé. Quelque part, il le sait, veillera désormais sur lui et sur son élève, satisfait, le dieu des éléphants.